Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ouh là là, je vois que tout le monde est déjà, déjà arrivé sur le chat. Il y a déjà tellement de personnes qui sont là depuis quelques minutes. Bonjour à Lorraine, à Nino, à Pévorel, à Doufi, à Jojo, à French Astronomer, Poua, Framini, Sangohan, Temitaton, Christine, Yo, Mouche, Astro. Ça y est, on est à peu près tous les fidèles qui sont en train de se réunir une nouvelle fois sur notre live et ça fait toujours autant plaisir. Bonjour à tous donc et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode d'Astronomer at Home. Sur une semaine évidemment très spéciale, une semaine au planétarium que l'on va décliner de plein de manières différentes toute la semaine sur évidemment la thématique de la planète Mars, parce que la semaine dernière et cette semaine est très chargée dans cette actualité. Et justement pour nous en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir avec nous ce soir Cathy Quentin-Nataf, Cathy qui est professeure à l'université Lyon 1 et qui est spécialiste de la planète Mars et de ses rovers et des programmes scientifiques qui sont liés à l'exploration de Mars. Bonjour Cathy. Bonjour, ravi d'être avec vous ce soir. Merci à toi, ça fait effectivement très plaisir. On va passer une heure ensemble, on va discuter de l'actualité. Alors peut-être un peu rapidement de l'actualité de la semaine dernière, parce qu'évidemment il y a déjà commencé à se passer des choses, il y a des missions qui sont arrivées en cours, et puis surtout parler ensemble de ce qui va arriver cette semaine, ce jeudi, c'est-à-dire l'arrivée sur Mars de la mission Mars 2020. Et donc de ce fameux rover Persévérance avec tout plein de choses qui vont se passer. Donc tu vas nous en parler bien évidemment. Alors ce que je te propose, un peu comme on fait au début à chaque fois, si tu veux bien, c'est déjà peut-être de nous parler un petit peu de toi. Voilà, de ton parcours, comment est-ce que tu es arrivé là, et puis ensuite on va démarrer le temps aussi que le chat se chauffe un peu et puis commence à poser ses premières questions. Je te laisse la parole, Cathy. Alors oui, pour résumer un petit peu mon parcours, je suis arrivée là un peu par hasard, comme ça se fait parfois. Il y a beaucoup de scientifiques pour qui c'est une vocation dès l'enfance. C'était pas mon cas. D'accord. Voilà, je suis rentrée à l'université parce que j'aimais bien les cailloux, donc plutôt pour faire de la géologie. Et voilà, petit à petit, bah, comme ça marchait bien au niveau des études. J'ai eu l'occasion de faire une thèse sur la surface de Mars et c'est ça qui m'a mis le pied à la planétologie. Alors depuis, je suis mordue, hein, clairement, mais D'accord. une fois que j'ai passé mon doctorat, on fait un master, d'abord un master recherche, un bac plus 5, puis un doctorat. Et après ce doctorat, on doit aller faire un séjour. C'est souvent bien d'aller faire un séjour à l'étranger. Donc j'ai fait un post-doctorat aux États-Unis, au musée de l'air et de l'espace à Washington, là où il D'accord. y a eu les fameux événements juste entre le Capitole et la Maison Blanche, hein, là où Mhm. était mon laboratoire. Un endroit très joli. Et puis après, je suis rentrée en France, d'où je suis embauchée à l'université Lyon 1 depuis 2007. Voilà. D'accord. Et donc tu travailles à Lyon 1 dans une équipe de recherche qui est donc spécialisée sur la planète Mars, c'est ça? Oui, on est depuis quelques temps, on est plusieurs chercheurs à travailler sur les surfaces des planètes. Alors, on est quelques-uns à travailler sur la surface de Mars, mais on a aussi dans l'équipe, notre équipe qu'on a appelée e-planète pour l'évolution des planètes, on a aussi des personnes qui travaillent sur les petits corps ou les comètes du D'accord. système solaire. D'accord. Donc comète astéroïde aussi un peu ou pas? Planète. Oui, oui, D'accord. oui. C'est-à-dire globalement tout ce qui se balade un peu dans l'espace, dans le système solaire, et qui a une surface solide. Parce que Oui, du coup vous êtes moins sur les planètes géantes dans votre groupe. oui, oui, on est dans un laboratoire de géologie, quoi. On est une D'accord. équipe de planétologie dans un laboratoire de géologie, donc ce qui fait le lien, c'est la matière solide, effectivement. D'accord. Donc il faut qu'il y ait quand même des cailloux pour que ça vous intéresse. C'est ça. C'est ça. D'accord. Et du coup, donc on parle de cette fameuse, de ces fameuses missions martiennes. C'est vrai qu'il y a quelques mois maintenant, en juillet 2020, il y a tout un ensemble de sondes comme ça qui sont parties tout en même temps vers la planète Mars. Une mission des Émirats Arabes Unis qui est arrivée la semaine dernière, une mission de Chine qui est arrivée le lendemain, et puis une dernière américaine, cette fois-ci essentiellement américaine,
qui du coup devrait arriver donc ce jeudi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors oui, alors c'était, si je les prends dans l'ordre, hein, Ouais, la mission du Mira, c'est, un succès parce que c'est assez difficile pour la première fois de rentrer dans en de se mettre quelque chose en orbite autour de Mars, donc ils y sont arrivés. C'est une mission qui a comme objectif d'étudier l'atmosphère de Mars essentiellement. d'accord. Donc c'était une prouesse. Ensuite, la mission chinoise a un objectif un peu double, mettre quelque chose en orbite autour de Mars, mais aussi d'envoyer quelque chose qui atterrira et qui bougera, un petit rover, à la surface de Mars, donc ça dans un second temps. Et ils viennent de réussir la première étape, qui est de mettre en orbite le premier engin qui va tourner autour de Mars, cartographier Mars, puis après essayer de tenter un atterrissage, qui sera clairement un démonstrateur technologique, hein, plus qu'une grosse mission scientifique. D'accord. Enfin, il y a cette mission américaine, dans lequel il y a qui est Mars 2020. Le rover s'appelle Perseverance, qui est un gros laboratoire sur pattes. Et ce rover américain a à son bord plusieurs instruments scientifiques, dont un qui a en partie été construit en France, donc l'instrument Supercam. Donc on est quand même plusieurs Français à être très impliqués dans cette mission Mars 2020. D'accord. Est-ce qu'on peut faire un petit tour justement de ce rover? Je t'ai pris une petite image là avec deux, trois illustrations. Est-ce que tu peux nous Alors, il les, faut que je sois sûre de la voir. nous les commenter? Alors, tiens, on va commencer avec Je vais- celle-là. Alors effectivement, pour des raisons techniques, Cathy ouais, regarde la chaîne Twitch sur son tu sais, téléphone voilà, portable, parce que voilà. l'ordinateur voulait pas faire deux choses à la fois. Tu vois, Non. donc Ah, ici, on a la mission avec un certain nombre d'éléments, donc Supercam dont on parlera certainement, mais d'autres, Sherlock, Pixel, Moxie, voilà. Est-ce que tu peux nous rappeler globalement ce qu'il y a sur ce laboratoire roulant, comme tu l'appelais? alors, d'abord, quand on choisit ces instruments, ils sont choisis en fonction de certains objectifs. L'objectif de cette mission, je vais commencer par les non scientifiques, c'était de préparer l'arrivée de l'homme sur Mars. Donc, il y a un instrument qui s'appelle MOXIE qui va essayer de fabriquer de l'oxygène. Donc, celui-là, il est vraiment un démonstrateur d'une preuve qu'on peut fabriquer de l'oxygène à partir du CO2 martien. Pourquoi est-ce que tu dis que c'est pas un objectif scientifique? Parce que c'est pas aller étudier oui, le fonctionnement de la planète Mars, c'est vraiment préparer l'exploration humaine. D'accord, ok. C'est pour ça, une démonstration, c'est une innovation technologique, mais on ne l'a pas envoyé sur Mars, on pourrait l'envoyer n'importe où. Enfin, si, on va bien l'envoyer sur Mars pour profiter du CO2 martien, mais donc c'est vraiment un objectif de préparer l'exploration humaine. D'accord, Et il y a comme autre objectif, hein, c'est de trouver des traces de vie fossiles plutôt, des traces de vie anciennes, des biosignatures, comme le petit nom scientifique. Et pour ça, déjà, il fallait choisir un site d'atterrissage où on pouvait avoir des roches qui aient pu conserver la vie, et puis avoir des instruments capables de le faire. Donc, on a un radar à pénétration dans le sol, donc c'est quelque chose, RIMFAX, qui permet d'avoir une sorte d'image du sous-sol. Qu'est-ce qui d'accord, est enfoui dans le sous-sol? On a des caméras comme Mastcam qui ont une capacité de zoom extraordinaire, hein, qui par exemple permettrait de détecter une mouche d'un bout à l'autre d'un terrain de foot. Donc, d'accord. qui permettra de faire des panoramas à très très haute résolution devant soi. Il y a un instrument alors c'est moins la science que je fais moi, qui s'appelle MEDA, qui est un instrument de météorologie, donc de suivi de l'atmosphère, de la météo martienne. On a l'instrument évidemment Supercam qui est sur le Mac, vous voyez, sur l'œil, si vous voulez, du rover, qui, comme son nom l'indique, est une sorte de super instrument qui a plusieurs techniques différentes pour avoir la composition des roches. Qui D'accord. fait, bon, je voulais détailler tout à l'heure, mais On en disons qu'il y a reparlera. Ouais. un panel différent pour avoir la composition des roches. Et ça, c'est ce qu'on va appeler Mastcam et Supercam. C'est des instruments qui sont sur la tête du rover, qui permettent de prendre des analyses à distance. Quand on est à quelques mètres d'un caillou, on va pouvoir faire une première analyse. Et quand ce caillou paraîtra intéressant,
on va pouvoir développer, enfin, on va pouvoir approcher le bras. Et sur ce bras, il y a des instruments comme Sherlock et Pixel qui permettent des analyses beaucoup plus précises et à haute résolution, comme une sorte de microscope, et qui aura la capacité de détecter s'il y a de la matière organique. D'accord. On a une réaction de Poupoule là dans le chat qui dit: j'aime beaucoup l'humour des scientifiques qui nomment Sherlock et Watson des instruments de recherche. C'est vrai que On fait plaisir. en général, les acronymes des missions et des instruments, il y a effectivement souvent pas mal de clins d'œil, hein. Oui, Il y a, il oui, y a- c'est vrai. il y a quelqu'un dans l'équipe à chaque fois qui se creuse la tête pour savoir si on pourrait pas faire un nom rigolo avec l'objet qu'on est en train de construire. Ah oui, bon, non pas que ça nous prenne beaucoup de temps, mais de trouver un acronyme qui ait du sens, oui, on essaye toujours. Oui. D'accord. Ok, donc du coup là on a fait un petit peu le tour, on a fait le radar, Moxie, donc effectivement est-ce qu'on peut produire de l'oxygène à partir de l'atmosphère martienne, qui, rappelons-le, est composée quasiment exclusivement de dioxyde de carbone, hein, c'est Oui. 96% de dioxyde de carbone. Donc est-ce qu'on peut fabriquer de l'oxygène à partir du dioxyde de carbone? Et puis on a une station météo aussi, hein, qui va nous permettre de renseigner aussi les changements de température, de pression, bon, les intempéries pas Oui. trop. Oui, oui, c'est exactement ça, c'est MEDA. Mais alors, donc, effectivement, l'instrument MOXIE va essayer, à partir du dioxyde de carbone, de récupérer l'oxygène. D'accord, d'accord. Donc on verra un petit peu si tout ça, ça fonctionne. Et puis il y a une dernière chose aussi qui n'est pas notée ici parce que ça n'est pas un instrument qui est fixé au rover, mais c'est aussi un démonstrateur technologique. Je vais mettre une petite vidéo qui se trouve ici et qui se trouve coincée sous le ventre du rover. C'est donc Au aussi la, début. la première fois qu'on en verra. Ça, en ce moment, c'est la folie des drones. Un drone ailleurs Ouais. sur notre planète, hein, c'est ça? On est en train de le voir là Oui, déposé à la surface. c'est un démonstrateur, encore une fois, technologique. Et effectivement, il se trouve au début, hein, sous le rover. Et une des premières choses qu'on va essayer de faire, c'est pas de s'en débarrasser, mais je veux dire, le faire fonctionner et le faire aller à une distance suffisamment loin pour ne pas qu'il perturbe le rover ou lui retombe dessus. Oui, ça peut être Donc, la problématique. première chose qu'il faudra qu'on fasse, c'est trouver l'endroit de dépôt où déposer l'hélicoptère. D'accord. Qui s'appelle Ingenuity, hein, c'est ça? Ingenuity. Exactement. Ok. Et on a déjà préparé d'ailleurs ça depuis 2 ans. On a travaillé avec les données des orbiteurs martiens pour cartographier le plus précisément possible le site d'atterrissage pour trouver les meilleurs endroits où déposer l'hélicoptère. D'accord. Donc cet hélicoptère, pareil, hein, c'est un démonstrateur technologique, hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on teste à petite échelle sans forcément de gros objectifs scientifiques. L'objectif, c'est surtout sur cette mission, voir si ça marche, si ça fonctionne, pour éventuellement sur une future mission l'utiliser comme une caméra d'altitude qui permette de mieux visualiser l'environnement du rover, c'est ça? Oui, alors là, c'est vraiment que de la technologie, hein, parce que comme Mars a une atmosphère très 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 fine, c'est un challenge que de faire voler un hélicoptère. Donc les pales sont très 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 longues. Et donc là, d'abord, il y a quasiment pas il y aura pas de données scientifiques, mais l'idée est de préparer le futur de l'exploration et qu'un rover, pardon, un drone, a un grand intérêt pour pouvoir effectivement explorer un petit peu en amont une zone à côté d'un rover, ou même du coup cartographier et parcourir des distances beaucoup plus longues que ne peuvent le faire les rovers. Les rovers, ils font sur toute une durée de vie quelques dizaines de kilomètres grand maximum. Un hélicoptère pourrait en faire beaucoup plus et explorer des régions beaucoup plus grandes. D'accord.
Alors il y a eu un petit souci technique. Malheureusement, moi j'ai pas le retour audio de la vidéo, mais apparemment quand j'ai lancé, le son était un peu trop fort. Donc toutes mes excuses, voilà. J'espère que je l'ai baissé suffisamment vite pour que vous puissiez continuer à nous entendre. Et d'ailleurs, justement, Poupoule posait la question. Alors Péborel et Poupoule posaient les deux questions. Est-ce que le son sera aussi élevé une fois sur Mars? Et est-ce que le son est réaliste sur cette planète ou est-ce que c'est juste pour la vidéo? Voilà, ça c'est une question C'est intéressante ça. juste pour la vidéo, mais on a mis sur Persévérance un micro. Et pour la première fois, on va écouter le son de Mars. Ah. Et qu'est-ce qu'on va entendre Et, alors? Qu'est-ce qu'on va écouter? bonne question. Non, mais par exemple, dans l'instrument Supercam, il y a un laser qui tire, qui va ablater les roches. Et donc, on va déjà écouter ces tirs laser, on va écouter le fonctionnement du rover, on va écouter l'environnement martien. D'accord. Et c'est toute une nouvelle science qui va un petit peu Euh, se développer. Éventuellement écouter aussi le vent martien, puisque comme il y a une atmosphère, il y a aussi du vent. Et Oui. comme on posait la question, est-ce qu'il y a du son? Du coup, s'il y a une atmosphère, même si elle est avec une pression très faible, du coup, techniquement, il doit y avoir effectivement du son. On doit pouvoir entendre des choses, des rafales, etc. Ah, on doit pouvoir entendre, oui. Oui. D'accord. Ça, il y a une activité, il y a beaucoup de vent sur Mars. Oui. Ok, ça On marche. s'attend à entendre, on verra quel sera le premier son, mais oui, on s'attend à entendre du bruit quand même. Effectivement, Témitaton nous dit mais il n'y a pas de son dans l'espace. Alors c'est vrai que il faut rappeler hein, que Mars a une atmosphère, même si elle est beaucoup plus faible que la Terre, que donc il y a du gaz, il y a un air martien qui n'a pas la même composition que l'air terrestre, mais effectivement il y a une atmosphère, donc il y a du son. Effectivement, Dark Kay nous rappelle, et c'est vrai que on a déjà entendu du son martien grâce à d'autres missions. Par exemple Insight, qui effectivement, alors c'est une autre mission dont l'objectif est plutôt de sonder, d'écouter l'intérieur de la planète martienne, mais qui a aussi un petit micro qui nous a permis d'entendre le sifflement du vent qu'on a déjà vu, déjà Ouais, entendu. ouais. Et c'est essentiellement des capteurs de pression. C'est Co- encore une autre technique, mais là, on D'accord, aura vraiment un son brut, quoi. d'accord. Comme si on enlevait un micro. Ok. Évidemment, si vous avez des questions hein, dans le chat, n'hésitez pas à les poser à Cathy. On est là pour en discuter, bien sûr. Ce que je te propose maintenant, c'est de regarder justement l'événement qui lui va vraiment arriver jeudi prochain. Donc une simulation en vidéo de l'arrivée de ce rover qui, contrairement aux deux missions précédentes de la semaine dernière, donc la mission des Émirats Arabes Unis et la mission de la Chine, qui elle pour l'instant se stocke en orbite en attendant de faire autre chose. On est d'accord que là, il n'est pas question de se poser sur orbite, l'arrivée se fait directement à pleine vitesse. Donc ce que je te propose, c'est que je lance cette petite vidéo et puis tu nous commentes en direct cette arrivée mouvementée que l'on va avoir la semaine prochaine. D'accord? Allez, je te la Regardez place mon téléphone. ici. On va baisser le son. Voilà. 18 février, donc c'est ce jeudi 2021, arrivée donc de la mission Mars 2020 et de rover Persévérance. On va commencer en larguant tous les éléments qui ont servi pendant le transfert spatial. Et puis je te laisse la parole. J'espère que je vois bien. Il n'y a pas un délai. Ah, il y a peut-être un délai, mais c'est pas grave. Tu peux nous le commenter avec un délai. On fera avec. Ne t'en fais pas, il n'y a aucun souci. En tout cas, ce qui est important, c'est que toutes ces séquences, c'est ce qu'on appelle le DL, entrée, descente, atterrissage. Entry, Descent, Landing. Et toute cette séquence, elle a été lancée, voilà, la commande a été lancée samedi matin. Et à partir de ce moment-là, les ingénieurs ne pouvaient plus. Enfin, c'est lancé, quoi. Donc là, c'est parti. La séquence est lancée. Et exactement à quel moment de la semaine, mais disons dans ces jours-ci, on commence à rentrer dans Persévérance et proche de la gravitation, enfin, commence à rentrer dans le champ de gravité de Mars. Et après, elle va être accélérée, considérablement accélérée.
Et d'ailleurs, bon, je suis probablement en retard sur la vidéo, mais T'en fais pas. l'idée est d'accélérer. L'entrée dans l'atmosphère se fait à quasiment 20 000 km par seconde et il faut arriver à décélérer jusqu'à beaucoup, 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 beaucoup moins, plusieurs ordres de grandeur de moins. Et pour ça, il y a l'aide de parachutes d'abord, puis des rétrofusées, ce qu'on est en train de voir. Là, une fois qu'on a le parachute, qu'on a réussi à stabiliser et vraiment réduire la vitesse, il y a un petit système avec des rétrofusées et qui a un système de guidage. Alors ça, c'est extraordinaire, avec un radar qui permet d'éviter les obstacles. Et parce que le terrain est très accidenté dans l'ellipse d'atterrissage. Et sans ce système d'autoguidage, on ne pourrait pas atterrir à cet endroit-là du tout. Et grâce à ce système d'autoguidage, on devrait éviter les reliefs dangereux, probablement. On l'espère. Et moi aussi. Et une fois qu'il s'est stabilisé là où il est assez content, et ben, grâce à des câbles, le rover est délicatement posé à la surface de Mars. D'accord. Euh, alors, on a Général Lee qui nous demande est-ce que le lieu d'atterrissage a été choisi par des gens de la DOA à Villeurbanne? Alors non, c'est le site d'atterrissage que nous avons proposé, qui a été choisi, c'est celui de la mission ExoMars européenne. D'accord. C'est celui de la mission Persévérance. C'est un site proposé par des chercheurs américains. Par contre, on a beaucoup, beaucoup étudié parce que mon équipe, on est très experts dans l'analyse des sites d'atterrissage. Donc, l'endroit où on va atterrir, on l'a beaucoup étudié. D'accord. On reparlera évidemment de la mission ExoMars aussi tout à l'heure, un petit peu plus tard. Alors Nino qui nous fait une remarque, je te laisse me dire ce que tu en penses, Ah. qui nous dit les ingénieurs lancent la commande le samedi matin et ne travaillent plus avant jeudi. C'est bien un travail d'ingé ça. Les pauvres, alors, oui, oui. Mais là, disons qu'ils doivent être comme ça, mais oui, ils ont quelques jours pour reprendre leur souffle. D'accord. C'est vrai que tout ça, c'est vrai que c'est assez extraordinaire parce que effectivement de plus en plus, au fur et à mesure qu'on envoie ces missions sur Mars, on les équipe d'un véritable cerveau électronique qui leur permet de devenir de plus en plus autonomes et indépendants, et ce depuis la phase d'arrivée atmosphérique en fait. Ça c'est assez extraordinaire. Oui, 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 le système est de plus en plus intelligent. C'est quand même incroyable, vu quand même on est à plusieurs centaines de millions de kilomètres, d'arriver à atterrir à une précision de 10 kilomètres près sur la surface de Mars. D'accord. Ça paraît incroyable. Donc ça, il y a effectivement il y a de l'autoguidage. Et Euh, alors, pour revenir sur les ingénieurs, là, je me permets de prendre leur défense. je Ils ont t'en prie. effectivement 4 jours où il faut pouvoir se reposer. Mais après, une fois que Persévérance est sur Mars, tous les ingénieurs, et nous les scientifiques, mais peut-être pas tous les jours, les scientifiques, pas tous les soirs, on va devoir vivre à l'heure martienne. Et ça, pour la chronobiologie, ça va pas être facile parce que la durée du jour martien, c'est 24 heures et 40 minutes. Donc chaque jour, on va être un petit peu décalé. Et on va devoir travailler pour faire simple pendant que Persévérance va dormir. Et les ingénieurs devront préparer la commande du jour d'après. Et ce, donc à des horaires complètement décalés. D'accord. On parlait d'intelligence artificielle. Euh, Par exemple, cette mission, elle ressemble beaucoup à Curiosity, qui est maintenant depuis quelques années sur Mars. C'est vrai que l'une des différences, c'est justement pendant la fin de la phase du parachute, avant que les rétrofusées se mettent en place, on a cette fois-ci sur ce système des caméras qui vont, alors qu'on est sous parachute, comparer des photos du sol avec des images embarquées du même cratère où on veut atterrir. Et donc, on a une intelligence embarquée qui va permettre d'avancer, de retarder, de décaler tout le système en descente pour pouvoir se poser exactement à l'endroit où l'on veut. Et ce système qui compare des photos en temps réel de ce qui se passe en dessous par rapport à des cartes qui ont été chargées dans la mémoire, ça c'est une des grandes nouveautés logicielles de cette mission. Oui, exactement. D'accord. Exactement. Le système d'atterrissage était quand même bien hérité de Curiosity, hein, quand même. Ouais, Comme système, à part que c'est effectivement amélioré grâce à cette intelligence artificielle de reconnaissance du terrain et d'évitement à la toute fin des reliefs d'accord. dangereux.
Alors justement, on a une question de Sombre Pigeon qui demandait donc le Sky Crane, la grue avec les rétrofusées qui dépose doucement le rover. Ensuite, on voit qu'elle repart. Et donc Pigeon nous demande, il est parti où le transporteur? Il repart où? Il est éjecté un petit peu plus loin. Il est... On le voit après sur les images des satellites. On le voit, il est, je ne vais pas dire de bêtises, il a plus d'une centaine de mètres. Et il va s'écraser un peu plus loin une fois que le travail est fait. Oui. Ouais. D'accord. Péborel qui demandait quel est le véritable intérêt du système de grue spatiale pour l'atterrissage. Pourquoi est-ce qu'on on reste pas sous parachute simplement jusqu'au sol? Pour vraiment faire atterrir le plus doucement possible le rover. Et que l'impact, même avec un parachute, reste quand même un impact. Qui est, qui Donc est, là, qui est, qui est trop vraiment, important étant donné le poids. En fait, c'est ça, c'est que les missions sont de plus en plus lourdes et que oui. du coup, c'est de plus en plus difficile d'arriver à freiner uniquement avec l'atmosphère. Oui, et encore, hein, ils le font pas trop mal. Non, mais c'est vraiment pour qu'il n'y ait aucun dégât à la fin et aucune mauvaise surprise pour finalement s'adapter au mieux à la rugosité de la surface, à l'endroit exact où on va se poser. D'accord. On a Steph non, pardon, Encelade qui nous demande est-ce qu'on a une idée de la météo sur le cratère G0 ce jeudi? Pas de tempête, j'espère. Non, a priori pas de tempête. Oui, ça on a une idée. Je me souviens plus moi exactement, mais tout ça est modélisé et ça fait partie aussi des contraintes de sélection du site d'atterrissage. Est-ce que les vents que l'on connaît, qu'on estime être ce jour-là, sont compatibles avec une entrée-descente atterrissage comme séquence? Donc ça c'est bien, disons que c'est connu, au moins modélisé, estimé et D'accord. c'est pris en compte pour le choix du site d'atterrissage. Donc D'accord. a priori, le feu était vert hein, pour ce site-là. Ok. D'accord. Euh, alors justement, c'est Superdame qui demande, on a tous vu récemment une photo d'Insight, donc une autre mission, avec les panneaux recouverts de poussière. Est-ce qu'il y a sur ce rover un dispositif pour éviter ce phénomène? Alors, Persévérance, tout comme Curiosity, ne marche pas au panneau solaire, mais à une pile, combustion thermoélectrique et ISO, enfin une pile au plutonium. Et donc n'est pas tributaire des panneaux solaires. Cela dit, sur les autres missions, telles que les rovers Opportunity et Spirit, ils avaient des panneaux solaires. Dont on pensait qu'ils auraient une durée de vie de 3 mois. On pensait que la poussière, effectivement, les recouvrirait. Et il y avait suffisamment de vent sur Mars pour que régulièrement, ces panneaux solaires soient complètement nettoyés. Mais ce qui a l'air d'être visiblement plus compliqué pour InSight, et d'être peut-être dans un endroit où il y a moins de... Il y a tout un cycle de la poussière sur Mars. Il y a des endroits où on l'enlève et il y a des endroits où on la dépose plus. C'est que peut-être là où est InSight, c'est un endroit où on la dépose plus. D'accord. Où la poussière se dépose plus vite qu'elle ne s'enlève. Oui, oui. D'accord. Oui, parce que tout le monde, c'est vrai, tout le monde attend le coup de vent. Et qui n'arrive jamais pour l'instant. D'accord. Euh, alors, est-ce que j'ai d'autres questions? La poussière n'est pas forcément un problème, les vents martiens le retirent fréquemment. Euh, voilà, générateur thermoélectrique à radioisotope, c'est-à-dire Voilà, c'est ça le le mot. RTG. Général Lee qui nous C'est dit bien j'avais vu dit. une petite tornade de quelques centimètres qui passait sur le rover et nettoyait les panneaux solaires. Alors, c'est juste, mais corrige-moi si je me trompe, les tornades font pas quelques centimètres. Ces fameux Dust Devils Ouais, qui à la surface de ouais. Mars font plutôt quelques kilomètres de haut, quelques dizaines de mètres au moins et quelques kilomètres au maximum. Dans une atmosphère aussi faible, ces tourbillons sont absolument gigantesques. Oui, oui, ils sont gigantesques. Mais après, il peut y en avoir des tout petits aussi sur les panneaux solaires. En tout cas, ce serait bien que, voilà, Qu'ils ça passent, en est un peu plus pour la tête. on est d'accord. Je te C'est propose pas une idée. Je te propose qu'on se focalise un petit peu sur le travail sur lequel vous êtes focalisé justement dans tout ce gigantesque rover, enfin ce gigantesque laboratoire en fait scientifique. Vous êtes concentré sur un élément en particulier que du coup je vais rajouter ici hop, en temps réel.
Il s'agit de cette très jolie caméra que l'on trouve ici. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qu'on est en train de voir là? Alors, j'attends le visuel, Ah, mais bon, c'est Supercam, c'est une Supercam, bien sûr. voilà. Supercam, comme son nom l'indique. Ah oui, mais alors là, on va pas voir les différentes techniques. Voilà, bon, vous avez là ce qu'on appelle le modèle de vol, donc l'instrument qui est parti sur le rover. Il cumule plusieurs techniques. Il a d'abord la technique qui était beaucoup utilisée sur Curiosity, la technique dite de l'IPS pour une technique où on tire au laser, ce qui quelque part brûle la roche, crée un plasma, et avec un spectromètre, on va analyser la réponse spectrale de ce plasma et on va pouvoir avoir la composition de la roche. Donc on a une première technique qui est ce qu'on appelle ce LIPS, qui permet d'avoir la composition de la roche à partir d'un laser. Et ça nous donne la composition élémentaire. Par exemple, combien il y a de fer, combien il y a La composition chimique. voilà, mais élément par élément. Mhm. Et bon, et ça a certains biais aussi. Mais par exemple, quand on essaie d'avoir la composition des roches depuis les orbiteurs sur Mars, on utilise une technique de plus passive. Passive, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui émettons un laser. On regarde la lumière du Soleil qui se réfléchit à la surface de Mars et on utilise des spectromètres sur les orbiteurs pour analyser cette lumière dans l'infrarouge. Et c'est dans l'infrarouge qu'on a pu détecter beaucoup de minéraux. Et les minéraux, c'est clé parce que ça permet de contraindre l'environnement géochimique d'une roche qui a formé la roche. Et cette technique de l'infrarouge, elle est beaucoup utilisée sur les orbiteurs. Et Supercam s'est doté aussi du coup d'un spectromètre infrarouge. Et ce spectromètre infrarouge, qui s'appelle IRS, c'est un sous-système de Supercam, a été totalement fabriqué en France, à Paris, beaucoup à Meudon. À Toulouse, ils sont spécialisés dans le laser, dans la partie laser. Aux États-Unis, a été fabriqué le spectromètre qui analyse le plasma suite à la sollicitation du laser. Donc, on a cette technique LIPS, cette technique infrarouge. Et à ça, on utilise une autre technique de spectroscopie qui astucieusement utilise aussi le laser, c'est la spectroscopie Raman. On va exciter les roches à une longueur d'onde particulière et on va regarder ce que ça donne grâce au spectromètre. Et ça, c'est une troisième technique qui est complémentaire et qui permet de voir d'autres minéraux ou d'autres phases avec du carbone, par exemple. C'est très puissant pour détecter des phases avec du carbone. Et comme là, on cherche de la matière organique, cette technique sera très utile et c'est très expérimental parce que là, on envoie un Raman, un instrument qui habituellement se trouve en laboratoire. On l'envoie sur une caméra qui va prendre donc des mesures Raman à distance, à quelques mètres. Donc, c'est vraiment une nouvelle, c'est très expérimental. Donc, après ces trois techniques de composition des roches, on a un microphone donc pour écouter et une caméra RMI pour une force de faire comme un peu une image au microscope des endroits qui auront été analysés par les techniques de l'IPS, Raman ou infrarouge. Donc en fait, on a une combinaison de techniques qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. L'idée est de pouvoir contraindre la minéralogie avec une composition et ça nous ouvre des perspectives que n'avait absolument pas Curiosity pour contraindre la chimie des roches. D'accord. Ce qui fait que globalement, on va avoir, on peut le dire, beaucoup plus d'informations avec cette nouvelle mission qu'avec la mission précédente, même si visuellement elle se ressemble un peu. En réalité, on a vraiment un vrai upgrade, une vraie amélioration dans les systèmes. Ah oui, oui, clairement. Oui. Là, pour l'instrument ChemCam versus SuperCam, oui, oui, il y a vraiment une des techniques qui était sur Curiosity et toutes les autres ne l'étaient pas. D'accord. Et ça va nous donner effectivement beaucoup de données analysées, mais ça va être chouette. Ok. J'ai Altasio qui demande est-ce qu'il est possible qu'une sonde en orbite là-bas voit l'arrivée de Persévérance? Ah bah oui, alors oui, d'ailleurs, j'imagine, je ne sais pas ce qu'a fait l'orbiteur MRO, donc Mars Reconnaissance Orbiteur, mais pendant l'atterrissage de Curiosity, ils avaient capté, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ils avaient capté l'atterrissage et ils avaient une photo de Curiosity avec son parachute. Donc quelque chose me dit qu'ils vont essayer de faire pareil. Si la géométrie le permet, d'imager le moment où
où va atterrir Persévérance, oui. Je crois que là, contrairement à ce qui se passe, à ce qui s'est passé pour Curiosity, où on avait pu avoir des informations en temps réel tout le long de la descente, il me semble que lors de l'arrivée de Persévérance, par contre, la Terre risque de passer en dessous de l'horizon. Et du coup, il y a une bonne partie des données de la descente qui ne vont pas être directement retransmises sur Terre, mais justement qui vont être chargées dans MRO, qui sera Ouais. au-dessus, qui va récupérer les infos, et c'est seulement une fois que tout sera fait que les infos vont après être transmises jusqu'à la Terre, ce qui fait que là, il faudra encore attendre un peu plus de temps pour vraiment savoir si tout s'est bien passé, avoir toutes les infos, parce que justement en fait le Persévérance en fait se couche derrière l'horizon martien, et donc Ouais. justement Il y a on se besoin. sert des relais qui sont en orbite, mais qui là seront pas en temps réel. Alors on est d'accord, hein, en temps réel, étant donné qu'on est déjà sur Mars. C'est-à-dire, il faut quand même rappeler que les informations qui sont envoyées par signaux radio sur Mars, qui avancent à la vitesse de la lumière, n'arrivent pas avant 5, 10 minutes sur Terre. Donc de toute façon, tout arrive avec du retard. Oui. Ah non, c'est clair que quand on aura la confirmation du touchdown, il aura déjà atterri depuis longtemps. Pas D'accord. longtemps. FMZ Astro qui demande l'endroit de Persévérance n'est pas très loin de Curiosity. Quel intérêt du nord de Mars seulement? Je pense de l'hémisphère Alors, nord. il n'est pas très loin, mais il est quand même non si, il est très loin de là où c'est Curiosity, il y a plusieurs milliers de kilomètres, hein. À peu près la distance Paris-Moscou. Oui. Donc, Tiens, je vais juste te remettre une petite image là, si on est en train d'en parler. Voilà le cratère où on envisage de se poser. Donc c'est le cratère G0. Voilà. Et donc évidemment, le choix des sites dépend de considérations qui sont à la fois scientifiques, c'est-à-dire est-ce qu'on peut récupérer un maximum de nouvelles infos sur l'endroit, mais aussi liées aux contraintes du terrain, qui là sont plus contraintes par les ingénieurs qui ont conçu la sonde et qui ne veulent pas qu'on la casse sur des gros rochers. Et là, ça peut d'ailleurs donner lieu à des confrontations assez sérieuses entre là où on veut aller et là où on peut aller, hein, c'est ça? ah oui, oui, mais clairement, mais c'est les ingénieurs qui ont le premier et le dernier mot, hein. C'est-à-dire que les scientifiques, on va proposer des sites d'atterrissage dans les endroits qui sont possibles. On ne se permettrait pas de proposer un site d'atterrissage là où c'est impossible. On nous donne d'abord les critères d'ingénierie qui sont déjà de grand ordre. On ne peut pas aller trop vers les pôles. Les instruments ne sont pas designés pour subir des températures trop froides. Il faut que ce soit suffisamment bas pour pouvoir avoir le temps de décélérer dans l'atmosphère. On ne pourrait pas atterrir au sommet de l'Olympus Mons, par exemple. Donc il y a un certain nombre de grosses contraintes comme ça. Et après, effectivement, il y a de l'analyse plus fine où on peut proposer un certain nombre de sites et on regarde le relief, la pente. Et puis on a des feux verts ou des non-feux verts des ingénieurs, mais ils restent quand même décisionnaires. Et alors après, on a des critères scientifiques. Là, cette mission, elle avait comme objectif de trouver des biosignatures. Donc, des biosignatures, qui dit biosignatures dit peut-être donc émergence de la vie. Il faut que l'endroit soit habitable et qu'il y ait des traces, en tout cas des preuves que l'endroit a pu être à un moment donné habitable et que si vie il y avait, elle était peut-être habitée et qu'on puisse avoir conservé cette trace de vie. Sur Terre, la conservation dans les roches des traces de vie, c'est un phénomène extrêmement rare, hein, finalement. On est loin d'avoir enregistré l'ensemble des êtres vivants qui ont vécu pendant des milliards d'années sur notre planète. Mhm. Donc, il faut des environnements, et d'après ce que l'on connaît sur Terre, des environnements qui sont assez favorables. C'est par exemple le fond d'un lac, des environnements un peu calmes où on dépose patiemment des petites choses au fond d'un lac, et puis on n'a pas trop d'oxygène. Donc là, sur Terre, les fonds des lacs, les fonds des océans, ce qu'on appelle les sédiments sont des endroits où on peut, sont favorables à la conservation des fossiles. Donc on cherche un petit peu, ça. Et puis donc on cherche aussi la preuve dans les roches qu'il y a eu, puis la zone ait pu être habitable.
Et il se trouve que sur Terre, en tout cas, toutes les formes de vie sont liées à l'eau liquide, donc on cherche des traces d'activité d'eau liquide. Et là, on en a des preuves, donc soit dans les formes du relief, si on voit une vallée qui coule, par exemple, ce qui est le cas de Jezero, il y a une vallée qui rentre dans le Jezero, là, que vous voyez à l'ouest du cratère, et qui entre dans ce grand cratère qui a probablement été, on pense avoir été un lac à un moment donné. Donc on avait de l'eau liquide à la surface. Et puis voilà, sur cette seconde image qui est avec les plusieurs couleurs différentes, en fait ces couleurs représentent, c'est des fausses couleurs, hein, mais elles représentent différents minéraux. Ce que vous voyez par exemple en jaune, plutôt de l'eau liquide, ce que vous voyez en vert, et ça c'est très intéressant, ce sont des carbonates. Donc des minéraux d'altération qui sont issus vraiment de l'action de l'eau liquide et qui en plus piégé du carbone. Donc ces carbonates c'est la première fois qu'on ira analyser des carbonates à la surface de Mars. Puis vous avez des couleurs plutôt bleutées qui sont encore un autre minéral. Donc en fait ce site, il était intéressant à la fois parce qu'il est ancien et qu'on pense que dans l'histoire de Mars, dans les temps anciens, il y avait pas mal d'eau liquide et donc c'était favorable à l'émergence de la vie. On a un environnement qui était un lac, donc probablement habitable, potentiellement aussi performant pour le stockage de la matière organique s'il y en avait dans les roches. Et puis, on a une diversité minérale, ce que vous voyez là dans la diversité de couleurs, et qui va être intéressante pour le retour d'échantillons. Ça, on n'en a pas encore trop parlé, mais la capacité qu'aura Persévérance, il aura la capacité de collecter une trentaine de petits tubes de la grandeur d'un crayon, et qui seront stockés à la fin de sa mission et qu'on viendra aller rechercher plus tard. Et comme ce sera la seule mission de récolte d'échantillons, il fallait un site qui ait une diversité, qu'on puisse comprendre la planète Mars, rien qu'en ramenant des échantillons que d'un seul endroit. Donc il fallait que cet endroit soit le plus diversifié possible. Alors là, je suis en train de montrer une petite vidéo justement qui montre la prévision, hein. Pour l'instant, ça n'a pas encore été fait, mais ce qu'on envisage justement de faire, c'est-à-dire que le rover Perseverance prend régulièrement des échantillons qu'il garde sur lui, et si un jour le reste de la mission est validé, eh bien, un partenariat entre l'Agence spatiale européenne et américaine ferait aller sur Mars un système avec un petit rover qui atterrirait pas trop loin justement de Persévérance et qui pourrait venir récupérer les échantillons, les ramener sur une petite fusée qui repartirait en orbite et qui larguerait ces échantillons en orbite récupérés par un satellite européen qui lui serait en mesure de faire le retour sur Terre, ce qui là encore serait totalement inédit, hein. Ah oui, oui, clairement. Et ce serait totalement inédit pour la science martienne, ce serait quelque chose d'extraordinaire parce qu'on n'a pas les capacités sur ces rovers qu'on envoie, on n'a pas les capacités d'analyse qu'on a dans nos laboratoires pour analyser des roches. Donc on en apprendrait tellement, tellement plus, hein, ce qu'on a vu avec le retour d'échantillons de la Lune. Donc ce serait une énorme avancée pour la science martienne de ramener des échantillons. Mais évidemment, derrière tout ça, il y a aussi c'est un premier pas vers l'exploration humaine de Mars. C'est une démonstration qu'on peut redécoller de Mars. D'accord. Là, je montre une autre image qui t'intéressera peut-être, qui est justement les petits tubes d'échantillons, de prise d'échantillons de Voilà. Mars. Oui. Donc Et c'est alors, tout. on a la capacité de garder chacun de ces tubes, c'est complètement hermétique aux radiations, complètement étanche, totalement sécurisé, P4, rien ne pourrait sortir de ces tubes, quoi qu'il en arrive. Parce qu'il y a ça, si on ramène des échantillons sur Terre et qu'on a des bactéries martiennes qui viendraient décimer l'humanité, ce serait embêtant. Donc, c'est vraiment des petits tubes qui sont conçus pour être complètement hermétiques, quoi qu'il en arrive pendant le trajet, etc. Et il va les récolter, mais on se pose des questions de savoir est-ce qu'on les lâche individuellement le long du chemin, comme le petit pousset de Persévérance? Est-ce qu'on les lâche par paquet? Parce qu'après, il va falloir venir les chercher. Mais si jamais le rover, par exemple, tombe en panne, et qu'il a les échantillons dans son cœur, personne ne pourra venir les récupérer. Ah, Donc, il on faut peut qu'il pas les faire ait. d'ouverture depuis l'extérieur. Non, non, il faut qu'il les ait libérés à un moment donné. Alors, ce qu'on pense en ce moment, c'est l'idée générale hein, pour le moment, on pense qu'on va faire une première partie de mission à l'intérieur du cratère G0,
À l'issue de quoi, on va commencer par déposer une partie des échantillons à un endroit. Par Puis on terre? continue notre chemin pour aller à un autre endroit un peu aussi plat où ou un atterrisseur pourrait venir récupérer et redécoller de Mars. Et on aurait comme ça 2 endroits, pas mettre tous nos œufs dans le même panier, quoi. D'accord. On a justement, alors tu nous disais que c'est des petits coffres-forts, miniatures, hein, en quelque sorte. Alors je vais te poser une question très technique, hein, de CC, tu me dis si tu as la réponse. Il nous demande en quoi sont faits ces tubes? Ah, je sais pas. Ah, j'aurais dû peut-être. Il y a Je pas de ne sais souci. pas. C'est des Fort Knox. c'est des tubes métalliques, évidemment. Après effectivement, on connaît pas forcément la matière. Alors du coup, pendant qu'on discutait, on avait un Ouais. certain nombre de questions, hein, justement. Quelqu'un, alors on repart un petit peu sur justement ce rover qui, comme tu le disais, est alimenté par un générateur qui fonctionne à partir d'un petit palais de plutonium dont on convertit la chaleur en électricité. Et Steph nous demande combien de temps dure cette pile et est-ce que si ta caméra tombe en panne, que se passe-t-il? Voilà, deux questions différentes. Alors, la pile, elle peut durer très longtemps, hein. Par exemple, je crois, elle a encore au moins 50% de sa capacité sur Curiosity. Je D'accord, crois, hein, peut-être moins. Mais enfin bon, c'est cet ordre-là. Et Curiosity est depuis 2012. d'accord. Donc il y a au moins une dizaine d'années. La caméra, alors c'est sûr que la caméra, c'est plus embêtant, mais il y a plusieurs caméras, hein. Là, je vous ai parlé des instruments scientifiques, mais il y a des caméras dites de navigation, donc qui sont là que voilà, pour guider le rover. Donc il y a plein de caméras différentes. Il va pas perdre son œil. Même s'il perd une caméra, il continuera toujours à avoir des solutions pour imager ce qu'il y a devant lui. D'accord. On a INS, alors qui est assez ironique, qui nous dit, tu nous parlais tout à l'heure du coup du fait qu'on cherchait, on emmenait plutôt nos rovers au fond d'un cratère. INS qui nous dit, et du coup un cratère où par définition un gros caillou est venu tout exploser, c'est un bon site pour la vie. Mais c'est une très bonne. Moi, je ne suis pas fan des cratères d'impact. Non Ah, pas nécessairement pour cette raison-là, mais parce que je pense que c'est comme une cuvette, mais dans l'espace et dans le temps. C'est une cuvette parce que forcément, à partir du moment où effectivement, dans le cratère de G0, on n'aura l'histoire de Mars que postérieure à l'événement qui a formé G0, effectivement. Donc, on d'accord. se coupe d'une partie de l'histoire de Mars, à mon avis. Donc, on a un peu limité dans le temps, dans l'histoire géologique de la planète. Et puis, du coup, on est limité dans l'espace, parce que c'est un vase clos. On l'a beaucoup vu. Je suis moins inquiète pour G0, mais par exemple, dans Gale Crater, là où c'est posé Curiosity, alors il y avait des conditions, on a trouvé que c'était un lac, etc. Mais en fait, il n'est connecté à rien d'autre autour. C'est probablement un petit lac complètement isolé. Il n'a pas des rivières connectées avec d'autres parties de Mars. C'est peut-être quelque chose, un microclimat, un endroit très particulier. De toute façon, le rover ne pouvait pas sortir. On a compris vraiment l'histoire hydrologique de cet endroit-là. G0, c'est déjà un peu c'est déjà différent parce qu'il y a une vallée qui rentre dans le cratère et une vallée qui en ressort. Ce qui veut dire que G0, faisait partie d'un tout un système hydrologique avec des vallées en amont. Il était dans le lac au milieu et des vallées qui continuaient plus bas. Il faisait partie de tout un système. Et alors, plus intéressant, évidemment, moi, je suis fan de l'idée de sortir assez vite de G0 parce que dans la région autour de G0, on est sur la marge, G0 est un cratère d'impact, mais on est sur la marge d'un bassin d'impact géant qui s'appelle Isidis. Et cet impact géant, lui, qui s'est produit bien avant G0, il a probablement, au moment de sa formation, éjecté et échantillonné une grosse partie de la sous-surface de Mars de l'époque, tout au début de l'histoire de Mars, Mhm. et a formé ce qu'on appelle en général les fragments du sol martien qui sont éjectés pendant l'impact, sont redéposés un peu plus loin, mélangés avec des roches un peu fondues. C'est ce qu'on appelle des brèches d'impact. Les brèches d'impact, c'est vraiment des fragments du sol qui a été impacté, mélangés dans de la roche fondue.
Et ça, il y en a plein dans la région autour de G0. Et il y en a des très, très, très jolis blocs de ces méga brèches exposés dans la rime du cratère G0 et en dehors de G0. Donc, ça fait partie des objectifs scientifiques d'aller étudier ce qui se passe à l'extérieur de G0, où on aura accès en fait à cette histoire, à l'histoire plus vieille que G0 et à ces roches qui existaient avant même peut-être ce grand bassin d'impact Isidis. Donc des roches de plus de 4 milliards d'années et qui en plus sont très diversifiées. C'est assez unique hein, comme localisation. Ce grand bassin d'impact Isidis, il a probablement échantillonné, je dis des bêtises, peut-être une vingtaine de kilomètres de ce qu'il y avait sur la surface de Mars à l'époque, donc dans les moments les plus ancestraux de l'histoire de la planète. Et on a ces fragments qu'on voit hein, depuis l'orbite, des fragments très différents. Et des fois, ça a l'air d'être des roches stratifiées. Il y en a qui ont certaines compositions, on a d'autres. On trouve quasiment toutes les compositions différentes. Donc, on va échantillonner des roches qui ont elles-mêmes échantillonné tout Mars. Enfin, on espère. D'accord. Alors, si on revient une dernière fois sur justement ces petits tubes qui vont être utilisés, dans lesquels on mettra des échantillons de sol et qu'on espère pouvoir ramener sur Terre, tu disais qu'on allait les déposer au sol comme le petit pousset. Et du coup, on a une question justement, c'est est-ce que avec le vent martien, c'est Nino qui nous demande ça, n'y a-t-il pas un risque que les vents martiens déplacent ces tubes, puisque la mission de récupération n'est pas encore planifiée? Non, alors c'est pareil, il y a des endroits, on étudie hein, où les poser, qu'ils soient pas, par exemple pas en direction du vent. On a déjà à l'avance une liste d'endroits le plus favorable pour déposer ces échantillons. On ne les déposera pas n'importe où. Et puis le vent martien, s'il peut être très rapide, il n'est pas très fort, puisque l'atmosphère est très faible. Donc il y a Ouais, très je pense peu qu'il y a de... pas, ça a été prévu pour. Hein. Ouais, Je ok. n'ai pas le détail, mais ça a été prévu. Alors, juste avant Je de... voyais, Pardon? je voyais une question, non, je chopais une question Je sur t'en prie. le protocole là, sur les traces de vie. Alors, si on ramène ces échantillons, comme on ne sait pas s'il y a de la vie ou pas, effectivement, il y a tout un protocole quand ils vont arriver sur Terre. Ils vont être installés ils vont être stockés dans des endroits, dans des laboratoires comme P4, quoi, des laboratoires qui sont ultra sécurisés, dans un sens comme dans l'autre. Quoi. Il ne faut pas ni que les virus sortent, ni qu'ils rentrent. Il ne faudrait pas qu'on contamine, s'il y avait de la vie martienne, qu'on la contamine. Il ne faudrait pas que la vie martienne contamine la vie terrestre. Et il y a tout un protocole d'analyse pour vérifier s'il y a vie ou pas. Vivante, en tout cas. Et seulement après ça, une fois qu'on aura déterminé qu'il n'y a pas de vie, à ce moment-là, on pourra commencer d'autres analyses. D'accord. Donc tout se fera aussi avec un certain temps et avec un protocole qui est déjà codifié avant même que la mission de retour soit réellement physiquement prête. Oui, mais en fait, je pense que c'est parce que le retour d'échantillons de Mars, c'est quelque chose qui est attendu par la communauté scientifique depuis longtemps. Donc, c'est des choses auxquelles les gens ont pas mal réfléchi. Et puis, les Américains ont l'expérience, mine de rien, des roches lunaires, qui n'avaient certes pas de vie, mais enfin, ils n'en savaient rien quand ils les ont, dans les années 70, quand ils ont ramené les premiers cailloux de la surface de la Lune, ils étaient mis en quarantaine. Mhm. Houston a toute une expérience là-dedans. On aimerait aussi que l'Europe, comme elle va participer à hauteur de 40% au retour d'échantillons, qu'il y ait aussi un endroit de stockage de ces cailloux martiens en Europe. D'accord. Je vais juste passer à une question un petit peu plus légère, mais tout aussi intéressante. C'était une remarque de Poupoule, parce que tu disais que la sonde, du coup, était alimentée électriquement avec cette pile à plutonium pour des décennies, facilement. Et donc, on a Poupoule qui dit qu'elle voudrait bien la même batterie pour son téléphone portable. Moi aussi. Voilà. Alors justement, le temps que tu nous parles justement de géologie, je suis juste allé chercher une image justement de cette pile pour Poupoule, juste pour lui montrer à quel point ça risque d'être compliqué de plaquer ça derrière son téléphone portable. Donc C'est un peu volumineux. voilà, c'est ça. Voilà la taille d'un RTG. Donc effectivement,
ça va être un peu compliqué, à moins que il soit possible de mettre ça dans un sac à dos renforcé, parce que ça pèse extrêmement lourd. C'est fait avec des matériaux aussi extrêmement lourds. Donc non, clairement, ce genre de système n'est pas du tout fait pour alimenter en électricité des objets comme les téléphones portables. Ça, c'est sûr. Euh, Allez, une autre petite question, parce que c'est vrai que ça défile, hein, c'est assez impressionnant. Abdel Halim qui nous demande si jamais il y a un problème mécanique, c'est quoi la solution? Ah si. Non, mais les ingénieurs sont toujours très, très astucieux. Par exemple, je prends l'exemple de Curiosity. Il y a un moment donné, sur Chemcam, l'instrument, donc il y avait un laser, il y avait un système d'autofocus. D'ailleurs, que le laser fonctionne bien comme il faut en fonction de la distance. Et le système a été, au bout de quelques années, a été mis en rade. Donc, il y a eu d'autres systèmes. Alors, ils ont trouvé du traitement d'image pour qu'il y ait des autofocus, enfin, qu'il y ait des focus automatiques, rien qu'à partir de l'imagerie. Donc, ils ont pu charger des logiciels à bord et changer la manière de faire le focus de l'instrument. Donc, il y a toujours des solutions, entre guillemets, quoi. D'accord. On a pardon, pendant qu'on parlait, Encelade est allé chercher des informations donc sur ces fameux tubes d'échantillons et apparemment ils sont faits en titane. Voilà. Donc comme ça on a des éléments d'information. Euh, je vais revenir sur une question qui a été posée il y a un certain temps, mais qui est intéressante maintenant pour la dernière partie de notre entrevue. C'est donc Encelade qui nous demande, alors d'autres l'ont demandé aussi dans le chat, à part le forage en profondeur, quelles sont les différences sur les objectifs scientifiques entre Persévérance et ExoMars Rosalind Franklin? Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu, maintenant pour terminer, de cette mission ExoMars? Est-ce que tu as travaillé dessus et qu'est-ce que c'est que cette mission? Ah oui, j'ai beaucoup travaillé dessus. Ça, c'est parce qu'effectivement, le groupe de Lyon, on a proposé le site d'atterrissage qui a finalement été choisi pour cette mission ExoMars. Mais en termes d'objectifs scientifiques, je vous rejoins, hein, c'est quasiment les mêmes. Et pour faire ça, il faut faire un peu d'histoire voilà, de spatiale et de politique en quelque sorte. En 2012, ExoMars, c'était un programme commun entre l'ESA et la NASA. L'ESA faisait le rover avec un objectif de trouver des traces de vie. Et la NASA devait le faire atterrir. Et en 2012, ils ont lâché le rover européen pour faire leur propre programme de rover cherchant des traces de vie tout seul. Voilà. La NASA s'est donc retirée du projet. Et les Européens ont été bien embêtés parce qu'ils ont dû se retourner vers les Russes pour trouver un système d'atterrissage. Ce qui est un peu embêtant parce que ce rover européen, c'est un bijou de technologie. Pour trouver des traces de vie, il reste quand même un petit problème vis-à-vis de conserver des traces de vie. On en a pas mal parlé, mais la surface de Mars est irradiée. Et donc, a priori, les traces de carbone sont détruites à la surface. On ne sait pas jusqu'à où en profondeur on doit aller pour trouver des traces de vie qui n'auraient pas été détruites. C'est pour ça que ExoMars a un système de forage. Donc vraiment, le rover européen il est totalement centré sur ce forage et guider ce forage, faire le forage et regarder les échantillons de ce forage. Donc c'est vraiment une mission un peu différente dans la mesure où l'idée vraiment, ce sera déjà un succès si ExoMars atterrit, réussit à forer, parce que c'est un défi fort, et analyse les échantillons. C'est pas une mission d'exploration aussi longue et de récolte d'échantillons comme Persévérance. Donc D'accord. nous, à Lyon, on a travaillé, les Russes atterrissent à la surface de Mars avec une précision de 100 km, hein, là où donc, les Américains font moins de 10 aujourd'hui. Il fallait donc trouver un endroit de Mars qui a donc qui aurait pu être habitable, aurait pu avoir conservé de la matière organique et qui ait des cibles scientifiques partout sur une zone de plus de 100 km de long. Et c'est comme ça on a donc proposé Oxyaplanum, qui est une vaste plaine d'argile, de roches riches en argile. D'accord. Euh,
Ok, et du coup, cette mission-là, c'est sa grande particularité, c'est ce qui était dit dans le chat, c'est vraiment une mission qui, elle, va pouvoir pour la première fois forer en profondeur le sous-sol de Mars. Parce que j'avais un certain nombre de questions qui disaient oui, mais en surface, comme c'est irradié en permanence, est-ce qu'il ne faudrait pas aller chercher plus bas? Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Oui, oui. Alors après, vis-à-vis de la mission américaine, on peut avoir de la chance sur le fait que G0, c'est un endroit qui s'érode beaucoup. Donc on peut peut-être espérer que le vent agisse comme un, voilà, et qui rafraîchisse la surface régulièrement et que vraiment ce qu'on observe à la surface n'ait pas été bombardé trop longtemps. Bon, D'accord. on verra ça c'est le cas ou pas, on verra. Mais on ne sait même pas si, par exemple, 2 mètres, ça suffit. Disons que Euh, on verra, ExoMars va forer à 2 mètres. Alors déjà, on ne sait pas si on va réussir à forer vraiment jusqu'à 2 mètres, mais vous avez pu voir les déboires de la mission InSight et de la MAUL qui devait aller faire une expérience de flux de chaleur et qui n'a pas pu s'enfoncer. mhm. Donc il y a toujours voilà, des déboires. Et même si on arrive à forer à 2 mètres, on n'est pas sûr que ce soit suffisant pour protéger du bombardement. D'accord. Alors, plusieurs là encore, hein, je remonte vraiment toutes les questions. Donc, on nous demandait, donc Abdelhaim qui demandait est-ce que l'atterrissage va être diffusé sur une chaîne TV en particulier? C'est prévu pour quelle heure? Merci. Donc, ce sera jeudi 18. Donc, ce jeudi, l'atterrissage est prévu à 14h30 de l'après-midi. Et je vous ai mis un lien justement dans le chat Euh, avec le. Oui, dis-moi. non, c'est 21h. 21h, C'est pardon? 14h30, je pense, c'est heure Pasadena. C'est 21h30, enfin entre 21h et 22h. D'accord, parce que euh, j'avais. Ah oui, d'accord, pardon, autant pour moi. Ça Je me doit être suis. l'heure à Alors, Pasadena. le lien est bon. J'ai simplement lu la mauvaise ligne. C'est 19h15 temps universel, donc ça fait effectivement dans la soirée pour nous. Pardon, excusez-moi. En tout cas, le lien qui a été mis est toujours bon, donc vous pourrez y jeter un petit coup d'œil. Euh, Oui, euh, il y a un live sur la chaîne YouTube du CNES et Twitch du CNES. donc on pourra regarder ça sur la chaîne du CNES en français. Ce sera commenté, bien évidemment. Euh, Ouais. alors encore quelques dernières questions. Alors la question qui fâche, je dois te la poser parce que plein de personnes dans le chat l'ont posée. En ce qui concerne le parachute d'ExoMars, on en est où? Voilà. Est-ce que tu veux nous rappeler un petit peu les aventures de ce parachute, s'il te plaît? Il y a eu quelques essais non fructueux. À chaque essai, le parachute était un peu fissuré, avait des dommages. La bonne nouvelle, c'est que l'année dernière, il y a quand même eu un petit contrat avec la NASA qui a prêté ses facilités de test et puis un petit peu son savoir-faire. Enfin, ça reste toujours compliqué hein, dans ces questions un peu géopolitiques, jusqu'à quel point la NASA peut-elle aider avec son savoir-faire l'Agence spatiale européenne. Mais je crois qu'il y a quand même un contrat qui doit se limiter au matériel du parachute. Et les derniers tests étaient bons. D'accord. Donc, on est d'accord que le décollage d'ExoMars, donc le fameux rover Rosalind Franklin, est a Ouais, priori toujours prévu pour dans 2 ans, c'est ça? ouais. C'est-à-dire en Septembre 2022. septembre 2022. On rappelle qu'on ne peut pas décoller n'importe quand pour Mars, hein, il faut attendre que les deux planètes soient proches l'une de l'autre, et ça arrive une fois tous les 2 ans, c'est pour ça qu'il n'y a que tous les 2 ans où tout le monde se jette sur la planète Mars. C'est ça, hein? Exactement. C'est comme des fenêtres, oui. C'est pour ça qu'il y a eu tant de lancements cet été, enfin, l'été dernier. D'accord, ok. Alors, FMZ Astro qui demande Elon Musk parle d'une aventure humaine sur Mars dès 2024. Est-il sérieux ou pas? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu en penses, toi, de déjà de l'aventure humaine vers Mars et puis de ces communications de SpaceX? Ouais. Je sais pas, je suis perplexe sur l'intérêt. Intérêt scientifique, ça c'est clair qu'il n'y en a pas, on va dire, de mettre un rover plutôt, de mettre un homme plutôt qu'un rover, je pense. Aujourd'hui, la robotique est suffisamment avancée pour qu'on puisse faire quand même beaucoup de choses à distance.
Maintenant, il a quand même prouvé un certain nombre de choses, hein. Il met de l'innovation. Je sais pas, je demande à voir. On va dire. D'accord. Donc on reste sur une posture prudente, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. Eh bien écoute, il est 19h05, on a à peine dépassé, ce qui fait partie de la coutume de l'émission, évidemment, on n'a jamais terminé à l'heure. Est-ce que tu vois une dernière chose à rajouter dont on n'aurait éventuellement pas parlé, juste avant qu'on termine ensemble? Hum, Non, 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 c'est surtout, bon? ouais, On ouais, a dit, regardez bien tout on ça. a, on a dit à peu près tout ce qu'il fallait. Christine a rajouté sur le chat donc le lien de la chaîne YouTube du CNES qui fera donc ce live jeudi en début de soirée. Merci Christine à toi. Donc comme ça on pourra aller y jeter un petit coup d'œil. Et puis eh bien, alors, dernière question, une question d'ouverture. On va rester sur celle-là, une question d'Abdelalim qui demande, vous, en tant que scientifique chercheur, qu'est-ce qui pourrait vous étonner comme découverte? Qu'est-ce qui te surprendrait, disons, sur la mission Persévérance et ExoMars? Ce serait quoi la grosse surprise? Oh, bah, de trouver des traces de vie, ça, clairement. Pour l'instant, on est très, 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 très prudent sur la possibilité d'en trouver. D'accord. Donc évidemment, c'est ça qu'on espère voir, soit fossile d'ailleurs, soit encore réel. Parce que même Mais une... même possible, ça aurait des conséquences énormes, le fait qu'on comprenne que la vie se soit développée ailleurs que sur Terre. Euh, On est tout à ouais, c'est fait... un vrai changement de de la connaissance du monde qui nous entoure, hein. Je pense que ça remettrait aussi effectivement beaucoup de suppositions, de croyances, de questionnements en cause et ça serait certainement très intéressant. Espérons en tout cas que toutes ces missions soient couronnées de succès. Juste avant de nous séparer, je tiens juste à rappeler un petit peu le programme. Donc cette semaine, c'est une semaine qui évidemment au planétarium de Vaux-en-Velin et dans toutes les activités qu'on va proposer va être éminemment dirigée vers la planète Mars. Je rappelle que sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter du planétarium, tous les matins, on vous propose une image mystère. On pose la question à 9h, on y répond à 17h. Donc n'hésitez pas à aller y jouer. Cette semaine, évidemment, les images mystères sont sur la thématique de Mars. Et puis nous, eh bien, on se retrouve mercredi et vendredi. Mercredi pour le Mediator at Home, j'aurai le plaisir donc d'animer cette émission. Ce sera à 18h et je jouerai à un jeu qui s'appelle Surviving Mars. Et donc on essaiera justement de coloniser la planète Mars. Et puis on fera le lien entre le jeu, l'imaginaire et la réalité. Voilà. Et puis vendredi, vendredi, on se retrouvera pour le dernier rendez-vous donc à 18h. Et cette fois-ci, on parlera du traitement d'images en astronomie. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un traitement d'image? Pourquoi il faut traiter les images? Est-ce que les images sont vraies ou est-ce qu'elles sont fausses? Voilà, on parlera un petit peu du statut de l'imagerie en astronomie. C'est donc tout ce programme de la semaine que j'espère vous retrouver régulièrement. Voilà. Merci beaucoup, Cathy, à toi d'avoir été là avec nous ce soir, de nous avoir fait encore rêver. C'est vraiment toujours un plaisir de te recevoir et de discuter avec toi. Voilà. Merci à tous qui êtes dans le chat d'être aussi fidèles à notre émission. Et puis, si vous voulez bien, on va se dire au revoir pour ce soir et on se retrouvera très vite pour une prochaine émission. Merci à tous et à toutes et merci beaucoup à toi, Cathy. Merci à tous. Au revoir tout le Bonne monde. soirée.